Pierre de Villeneuve, ce matin, vous recevez le vice-président du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, Nicolas Bay. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. La nouvelle Europe est en route avec de nouvelles têtes au poste décisionnaire. Ursula von der Leyen élue de justesse. Et vous, Nicolas Bay, avec votre groupe, vous n'avez aucun poste décisif au Parlement. Oui, ça fait partie des scandales démocratiques. Les électeurs ont voté. Nous avons un groupe important qui sera le 4e groupe du Parlement européen au lendemain du Brexit avec 73 députés. Mais savamment, ils se sont répartis les postes entre eux. On va pas mettre des eurosceptiques au poste décisif, Nicolas Bay. Non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire eurosceptique. Moi, je suis résolument européen, mais pour une autre Europe qui n'a rien à voir avec la leur. L'Union européenne, c'est l'impuissance collective de nos nations. C'est toujours plus de fédéralisme. Donc, c'est deux visions de l'Europe totalement différentes, c'est vrai. Mais il n'y a pas des anti-européens d'un côté et des pro-européens de l'autre. Ça, c'est pas vrai. Ensuite, donc Viktor Orban, pour vous, par exemple, il est dans quelle catégorie? Viktor Orban, très clairement, il est pour une Europe des nations. Il est pour une Europe qui de l'identité, pour une Europe de la sécurité, pour une Europe des libertés retrouvées. C'est le contraire de ce qui a été construit savamment par les fédéralistes depuis plusieurs décennies. Mais le fait qu'ils nous écartent des postes de responsabilité ne changera rien, ni au travail parlementaire que nous allons effectuer, ni à la construction de cette Europe des nations qui est avancée maintenant. Pour vous, ces élections européennes, c'était pas un coup d'épée dans l'eau. Vous allez quand même agir. Mais bien sûr, mais vous savez, même s'il n'y a pas de poste décisionnaire. Même pendant la précédente mandature, nous avions un groupe moins important. Nous avons fait un vrai travail de fond sur tous les sujets. Et vous avez pu remarquer quand même que sur la scène politique nationale, eh bien, c'est sans doute le Rassemblement national qui a été en première ligne pour mettre les sujets européens sur la table. La question des traités de libre-échange, la question des frontières extérieures, la question aussi de l'architecture institutionnelle. Et la désignation de... Encore une fois, ça dépend quel dossier prioritaire, puisque, comme vous le dites, il y a deux visions des choses. Oui, bien sûr, mais la désignation d'Ursula von der Leyen, c'est finalement le choix conjoint du PPE, c'est-à-dire la droite LR, les socialistes et les libéraux macronistes. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise Ursula von der Leyen? Eh bien, elle l'a dit dans son discours. Elle veut aller plus loin dans le fédéralisme européen, avec la suppression de la règle de l'unanimité au Conseil, qui donnait encore un droit de veto, c'est-à-dire une vraie souveraineté à chaque pays. Elle veut supprimer ça. Enfin, c'est aussi parce qu'on n'avançait pas quand personne n'était d'accord. Oui, mais ils veulent passer en force. Ils veulent passer en force contre l'avis des nations. Donc c'est quand même très grave. Deuxième grande orientation, elle l'a dit clairement, elle veut que le modèle du libre-échange, on multiplie les accords de libre-échange avec le Vietnam, avec les pays du Mercosur. Pourquoi pas mais parce que ça crée la concurrence déloyale. Mais pas forcément. Mais bien sûr que si. Mais non, parce que ça donne des avantages aussi aux pays européens. Non, mais on a vu que ça avait tué notre industrie hier et ça menace de tuer notre agriculture demain. C'est un raccourci extrêmement rapide, Nicolas Bay. C'est la réalité. Pourquoi on a un tissu industriel qui est complètement délité, à la fois en France de manière spectaculaire, mais d'une manière générale en Europe? Eh bien parce qu'on a multiplié des accords commerciaux, notamment avec les pays asiatiques. Les produits sont fabriqués. En l'occurrence, on les a pas, ces accords de libre-échange, puisqu'on veut les créer. Il y a déjà beaucoup d'accords de libre-échange. Oui, par exemple, avec le Canada, c'est en vigueur depuis 1 an et ça a été ratifié hier par le Parlement. Mais il y a déjà des accords commerciaux avec des tarifs douaniers extrêmement bas qui existent avec beaucoup de pays. Et évidemment, à la fois, c'est un modèle très anti-écologique et ça met à mal notre tissu économique. Les Français, Nicolas Bay, vivent une nouvelle page de leur histoire sociale aujourd'hui, puisque Jean-Paul Delevoye présente ses recommandations sur les retraites. Le haut-commissaire veut abolir les 42 régimes actuels pour un socle commun. Pour vous, c'est juste, c'est injuste, ça va dans le bon sens, dans le mauvais sens? Il y a deux choses. Les régimes spéciaux, il y en a un certain nombre qui n'ont plus aucune justification. Donc l'idée d'une harmonisation, elle n'est pas en elle-même mauvaise. En revanche, on voit qu'aujourd'hui, mais c'était le cas d'ailleurs des gouvernements précédents, on fait toujours la même chose, on augmente les durées de cotisation, alors qu'on est dans un contexte de chômage de masse où, si on veut équilibrer le système de retraite, les deux leviers principaux efficaces, c'est l'emploi, d'une part, et la natalité, d'autre part. Donc, si vous augmentez la durée de cotisation dans un contexte de chômage de masse, ce que vous allez récupérer sur les retraites, vous allez le perdre sur l'assurance chômage, vous allez accroître le nombre de chômeurs, et donc vous n'équilibrerez pas les comptes sociaux. Donc, je pense qu'ils sont dans une espèce de fuite en avant. Ils veulent finalement demander des sacrifices toujours aux mêmes, les classes populaires, les classes moyennes. Qui vont toujours, là en l'occurrence, c'est les professions libérales notamment qui vont trinquer, et donc pas forcément les classes populaires. Mais en l'occurrence, pour l'augmentation de la durée de cotisation, ce sera évidemment ceux qui n'ont pas d'autre choix que de travailler finalement plus longtemps parce que le cadre légal les y contraindra. Donc je pense que ça ne réglera rien au problème. On est dans un modèle économique finalement qu'il faut repenser de fond en comble. Voilà, il faut à la fois
libérer l'initiative économique, baisser la fiscalité, aussi bien sur les ménages, pour leur donner du pouvoir d'achat, que sur les entreprises, pour leur donner de l'oxygène, et mettre en place des protections économiques. C'est ce que font d'ailleurs tous les pays du monde. Je parlais tout à l'heure d'Ursula von der Leyen, qui est dans le modèle du libre-échange, qu'elle veut ériger en modèle mondial, mais aujourd'hui, plus personne ne limite ce modèle. Qu'est-ce qui fait le succès économique de Donald Trump aux États-Unis? C'est précisément à la fois l'abaissement de la fiscalité à l'intérieur des États-Unis, mais des vraies protections économiques. Donc vous êtes un Trumpiste convaincu? Vous savez, il y a des points de désaccord, mais aussi, on peut faire le constat que les engagements qu'il a pris et les décisions politiques qu'il a prises aboutissent à une situation économique qui n'a jamais été aussi florissante. Peut-être d'un coup, peut-être maintenant. Vous êtes un peu normand sur les bords. Sur le même registre du social, Nicolas Bay, le décret de Matignon sur le rabotage de la prime à la casse, vous en pensez quoi? Bon, écoutez, c'est toujours pareil. On annonce des mesures qui sont censées faciliter et écologique. Voilà. Et puis derrière, vous n'êtes pas d'accord avec le mot écologique? Si, totalement d'accord avec l'écologie, mais moi je pense que l'écologie, c'est privilégier les circuits courts, produire, consommer, retraiter dans un périmètre géographique le plus raisonnable possible. Et pas forcément exclure les véhicules diesel de la prime à la casse. Mais oui, en fait, on culpabilise les Français. On leur demande de renoncer à prendre leur voiture pour aller travailler, pour chercher du travail. Et dans le même temps, on a la planète les océans qui sont sillonnés par des super cargos qui polluent énormément, chacun individuellement plus que des millions de véhicules individuels. Donc le curseur n'est pas mis au bon endroit, c'est ça que vous dites. Oui, voilà, en fait, on parle d'écologie pour demander des sacrifices toujours plus importants aux Français, alors que la France et l'Europe, d'ailleurs, ont un niveau de normes écologiques le plus élevé du monde, en réalité. Et dans le même temps, on abaisse les tarifs douaniers, on supprime toutes les protections, on dérégule l'économie. Et donc, ça profite, évidemment, à ceux qui ne respectent aucune de ces normes environnementales. Tous les politiques se mettent en branle pour les municipales de l'an prochain, 2020. On parle de vous à Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime. Pourquoi cette commune de 6 000 habitants? C'est ce qu'on appelle une infox ou une fake news. Mais pourquoi? Pourquoi ce village en particulier? Parce que j'ai été candidat dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, donc j'ai été annoncé par la rumeur dans plusieurs communes de cette circonscription, mais non, je serai aux côtés. Trop pris à d'abord, je suis parlementaire européen et en effet très occupé par mes nouvelles fonctions. Et par ailleurs, je suis élu régional en Normandie. Je serai aux côtés de nos candidats, en Normandie bien sûr, mais partout en France. Mais pas vous personnellement, vous n'y allez pas. Voilà, il ne faut pas être candidat à tout. Je ne serai pas tête de liste aux élections municipales. En revanche, cette campagne municipale est très importante. Ce sera l'occasion d'amplifier le maillage territorial du Rassemblement national, de conquérir de nouvelles villes, y compris dans des régions où nous n'en avons pas encore. Et donc je serai dans l'animation de la campagne en soutien à nos candidats. À propos de municipales et notamment à Paris, Benjamin Griveaux, le candidat LREM, ce serait à tout le moins lâché, comme on dit, sur ses concurrents au privé avec des insultes à leur égard. Vous avez sans doute entendu ça. Ça vous inspire quoi? Oui, il est beau le nouveau monde. Hein. Après, sous réserve évidemment que les propos rapportés soient exacts. Mais enfin, ça montre toujours pareil, cette espèce d'arrogance, de mépris incommensurable de la Macronie. Non, je ne suis pas surpris. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont étonnés. Mais il y a un nom qu'on cite de façon récurrente lorsqu'on parle du Rassemblement national, c'est celui de Marion Maréchal. Pourquoi? C'est les médias qui parlent beaucoup. Voilà, c'est de notre faute. Oui, merci Nicolas Bay. C'est votre faute, mais je sais, il y a une volonté. Pourquoi autant de tabous? Pourquoi autant de tabous autour d'elle? C'est pas un tabou du tout. Marion Maréchal a fait un choix qui est de quitter la politique électorale. Oui, enfin, on connaît ceux qui quittent la politique. Oui, pour l'instant en tout cas, elle a fait ce choix-là. Peut-être qu'un jour elle reviendra mener le combat. Et elle aura évidemment toute sa place à nos côtés. Oui, c'est très possible. Marine Le Pen a dit de répondre à cette question. Marine Le Pen a dit récemment l'avoir rencontrée pour mieux se coordonner. Se coordonner de quoi? Ça veut dire quoi? Il faut demander à Marine Le Pen qu'est-ce qu'elle voulait dire. Vous la voyez plus souvent que moi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle voulait dire simplement que Marion Maréchal a une position hors du champ électoral, mais elle est dans le débat des idées, et elle a bien raison, c'est très respectable. Donc le fait qu'elle soit à côté du Rassemblement national pour défendre des idées qui sont les nôtres, nécessite évidemment, mais je pense que ça se fait naturellement, qu'il y a un échange, mais je pense qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. On a tendance à créer ou à envisager des affrontements là où il n'y en a pas. Je pense que Marion Maréchal est une personnalité qui a montré, quand elle était députée, une grande pugnacité, une grande solidité de conviction. Je pense que dans nos
combat à venir, si elle le souhaite, elle pourra avoir un rôle à nos côtés. C'est un appel ? Mais non, pas du tout. Mais aujourd'hui, elle a créé une école, elle veut développer voilà, ce projet personnel et dans le secteur privé, disons. Et c'est évidemment très respectable. Et donc, elle n'est pas dans le champ électoral. Merci beaucoup Nicolas B d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin.